Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations Unies pour les armes, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur prolifique. Merci d'être avec nous. Nous voyons de nombreux signes indiquant qu'une nouvelle attaque contre l'Iran pourrait être imminente. Certaines forces navales américaines arrivent dans la région et Trump affirme qu'il s'agit d'une armada plus importante que celle envoyée au Venezuela. Une importante puissance aérienne américaine est également déployée et nous constatons des perturbations dans l'espace aérien. Certains vols civils sont redirigés. Les médias rapportent aussi l'existence de plans de frappe de précision visant des responsables iraniens. Comment évaluez-vous ces informations? Sommes-nous en train de nous diriger vers une guerre? Cela en a certainement l'air. Donald Trump a déjà reculé au bord du gouffre avec l'Iran, car les conséquences d'un conflit restent les mêmes. Il y a un vieux dicton: ne frappe pas le roi à moins d'avoir l'intention de le tuer, car si tu frappes le roi et qu'il survit, il te tuera. L'Iran est le roi de la région. Soyons clairs à ce sujet. L'Iran a la capacité d'interrompre à volonté toute la production énergétique de la région. De plus, l'Iran est en mesure d'infliger des dommages terribles aux bases militaires américaines, y compris la possibilité de tuer des centaines, voire des milliers de soldats américains. Je pense que nous devons garder à l'esprit la possibilité que les États-Unis perdent certains navires, y compris un porte-avions. Et l'Iran, bien sûr, a la capacité d'infliger des dommages presque mortels à Israël. Israël a indiqué aux États-Unis, apparemment selon des informations de presse, qu'il est prêt à encaisser jusqu'à 700 missiles balistiques iraniens si les États-Unis peuvent garantir que toute action militaire entreprise renversera le régime iranien. Oui, j'ai de mauvaises nouvelles pour les planificateurs militaires américains. Soyons simplement francs et honnêtes à ce sujet. Vous n'avez pas les moyens de renverser la direction militaire et civile de l'Iran, surtout maintenant que vous avez littéralement annoncé votre coup. Ce ne sera pas une répétition de juin, lorsque vous aviez endormi les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité, en leur faisant croire qu'il y aurait des négociations continues sur leur programme nucléaire. Ils se sont couchés le soir pour être attaqués par Israël, avec le soutien des États-Unis, dans une tentative de décapitation qui a échoué. Les Iraniens se préparent depuis plus de 20 ans à mener un conflit existentiel contre Israël, les États-Unis et l'Occident. Ils ont divisé leur nation en districts militaires et administratifs autonomes, partant du principe qu'une frappe de décapitation pourrait viser Téhéran. Non pas qu'elle éliminerait la direction, mais elle pourrait couper la capacité de celle-ci à communiquer avec les différentes régions de l'Iran. Ainsi, les Iraniens ont construit des villes souterraines et des postes de commandement capables de superviser indépendamment leurs zones désignées. Ils peuvent également continuer à résister aux ennemis, qu'il s'agisse de ceux qui menacent l'Iran de l'intérieur ou de ceux qui l'attaquent de l'extérieur. Le gouvernement iranien dispose même d'une ville enfouie à Mashhad. J'imagine que vous savez, ils ont leur propre plan de continuité du gouvernement en place et que les dirigeants appropriés ont été envoyés aux endroits prévus. Comme nous l'avons appris avec le cas de Fordow, l'usine souterraine d'enrichissement nucléaire, Fordow était essentiellement une caverne souterraine préexistante et modifiée que les Iraniens avaient aménagée pour assurer leur résilience. Ils en ont des dizaines, voire plus, disséminées à travers le pays, dont beaucoup dont nous ignorons même l'existence, où ils peuvent dissimuler du matériel de production, du matériel militaire sensible, des documents, des bureaux gouvernementaux et des capacités d'enrichissement.
Les Iraniens seraient insensés de ne pas avoir mis en œuvre tous les plans nécessaires à leur résilience nationale existentielle. Et donc, nous avons tout gâché. Je veux dire, si l'on veut mener une frappe de décapitation, elle doit être faite par surprise. On n'annonce pas son coup à l'avance. Et vous savez, même si les États-Unis intervenaient avec des armes nucléaires, et je ne les vois pas faire cela, ils n'élimineraient pas le régime iranien. Cela n'arrivera tout simplement pas. Et ce qui va se passer, c'est que les Iraniens vont porter un coup décisif à Israël, qui pourrait bien mettre fin à la capacité d'Israël de survivre en tant qu'État moderne, en détruisant des infrastructures essentielles qui ne seront pas réparées de sitôt, rendant Israël pratiquement inhabitable pour des millions de personnes contraintes de fuir. D'un point de vue démographique, ce serait la fin d'Israël. Les Iraniens sont prêts non seulement à fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi à perturber durablement la capacité des pays producteurs d'énergie de la région à produire de l'énergie. Cela aurait, vous savez, un impact presque fatal sur l'économie mondiale. Je veux dire, j'ai peur pour moi, pour ma famille et pour les États-Unis des conséquences. Vous savez, le dollar a déjà perdu 10% de sa valeur au cours de l'année écoulée. Nous envisageons la possibilité d'un effondrement total du dollar. Et vous savez, les prix de l'énergie sont hors de contrôle, et cela aura des répercussions à l'échelle mondiale. J'ai peur pour vous, parce que je sais que la Norvège produit sa propre énergie, mais vous savez, vous serez également touchés par cela. C'est la conséquence de tout cela. Espérons qu'il y ait des gens assez intelligents pour dire « Hé, Monsieur le Président, cela ne va pas fonctionner. Ce n'est pas le bon moment. Ne faisons pas ça. C'est insensé. Vous perdrez les élections de mi-mandat. Vous serez destitué. » Tout ça. Donc nous verrons ce que Trump fera. Mais pour l'instant, il semble que tout soit en train d'être mis en place pour mener une attaque militaire majeure contre l'Iran. Eh bien, quel serait l'objectif ici, cependant? Parce qu'il n'est plus question du programme nucléaire. Trump affirme que celui-ci a déjà été détruit, ce qui est douteux. Mais quoi qu'il en soit, la discussion porte désormais sur des frappes de précision contre le gouvernement, sur la nécessité de tenir le gouvernement responsable du meurtre de manifestants. En somme, il parle d'un changement de régime. Et étant donné qu'il n'existe pas d'opposition unifiée, la question se pose de savoir si l'objectif principal n'est pas, en réalité, de détruire l'Iran, de le fragmenter en plusieurs entités plus petites et plus faciles à contrôler. En effet, il y a eu récemment un article du Wall Street Journal intitulé « Un Iran fracturé ne serait peut-être pas si mauvais ». Et il reconnaissait qu'il y avait, oui, une réelle possibilité de guerre civile à la suite d'une opération de changement de régime. Ce qui semble vouloir dire que soit il faudrait une opposition extrêmement autoritaire pour prendre le pouvoir, capable de tout contrôler, un peu comme les djihadistes installés en Syrie, soit cela conduirait à la fragmentation de l'Iran. Voyez-vous cela comme le plan principal, simplement détruire le pays? Absolument. Je vois le plan comme visant à détruire la capacité de l'Iran à exercer un commandement et un contrôle efficace à l'échelle nationale, à supprimer les infrastructures, institutions, unités et organisations de sécurité régionales, et ainsi de suite, puis à faciliter des soulèvements. Au Baloutchistan, nous savons que la CIA soutient activement une armée de libération baloutche. Au Khouzistan, nous soutenons des mouvements de libération arabes. Nous soutenons les Kurdes, nous soutenons les Azéris. On verrait donc des soulèvements dans toutes ces régions, des opérations soutenues par la CIA, et ensuite on aurait les moudjahidines du peuple et les monarchistes travaillant à déstabiliser l'Iran de l'intérieur, dans ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'Iran. Je pense que Trump croit pouvoir placer le fils du Shah au pouvoir et ressusciter la monarchie.
Vous savez, Trump n'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Il ne l'est littéralement pas. Je pense que les gens doivent comprendre cela, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Il est extrêmement réceptif aux absurdités qu'on lui murmure à l'oreille. Et en ce moment, on lui présente ce qui semble être un front uni d'Iraniens anti-régime. Des expatriés à Los Angeles, un groupe très influent là-bas, mais aussi à travers les États-Unis. Des gens qui disent qu'il est temps que le régime tombe, que la monarchie est prête à revenir. Et souvenez-vous, la CIA soutient la monarchie et Israël soutient la monarchie depuis, encore une fois, près de 30 ans. Donc je pense que Trump a adhéré à ces absurdités et qu'il croit que ce plan peut réussir. Mais s'il y a une opération de changement de régime, comme vous l'avez suggéré, il faut des groupes sur le terrain. J'avais l'impression que les efforts pour provoquer toutes ces émeutes et cette violence antigouvernementale qui se sont récemment éteints constituaient essentiellement une occasion de s'en prendre au gouvernement iranien. Et une fois cet échec constaté, les États-Unis ou Israël seraient intervenus par des bombardements pendant le chaos afin de soutenir un soulèvement. Mais étant donné que tout cela s'est, disons, effondré, ce n'est pas simplement retombé, il semble que l'Iran ait réussi à démanteler bon nombre de ces réseaux clandestins qui s'étaient constitués au fil des années, voire des décennies. Les États-Unis et Israël ont-ils donc perdu une grande partie de leurs, disons, atouts sur le terrain en Iran, qui auraient pu être utilisés pendant une guerre, ou du moins comme élément nécessaire à une opération de changement de régime? Encore une fois, n'ayant pas été mis au courant du plan secret, je ne peux qu'émettre des hypothèses ici. Ce que je pense qu'il s'est passé, c'est qu'un réseau interne d'agents travaillant pour des services de renseignement étrangers hostiles, principalement Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne, a été sacrifié afin de créer les conditions d'un trouble. Si je connais les Israéliens, comme je pense les connaître, et la CIA, comme je pense la connaître, tu sais, ils opèrent. Quand ils font quelque chose de ce genre, on appelle ça secouer l'arbre. Je l'ai déjà fait. Tu entres, tu titilles le système, puis tu observes comment il réagit. Et ils ont titillé le système. Ils ont sacrifié tout un réseau, on parle de centaines d'agents, pour parvenir à cela. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est mobiliser les véritables organisations paramilitaires qui auraient dirigé l'insurrection. Je pense que l'objectif était de créer des troubles, puis il devait y avoir une campagne de bombardement visant les nœuds de sécurité activés pour les réprimer. Donc maintenant, pour être honnête, les États-Unis savent exactement comment l'Iran réagit. Ils ont tout obtenu, ils ont tout collecté. Ils ne sont pas stupides. Ils ont sacrifié ces gens, mais les Iraniens ont dû communiquer, activer, mobiliser. Ils ont identifié les unités, les personnalités, les structures qui ont répondu. C'était leur première équipe, et cette équipe a été identifiée. Et c'est cette équipe qui sera bombardée lorsque la frappe commencera. Ils vont la neutraliser. Et c'est à ce moment-là que les forces paramilitaires entrent en jeu. Les personnes qui s'entraînent dans le nord de l'Irak, les forces kurdes présentes là-bas, celles qui opèrent le long de la frontière iranienne. C'est aussi là qu'interviennent les forces azéries, opérant à l'intérieur de l'Azerbaïdjan sous contrôle de la CIA et d'Israël, ainsi que l'armée de libération du Baloutchistan. Toutes ces forces paramilitaires, de véritables armées terroristes, vont se mobiliser et passer à l'action. En même temps, les Moudjahidines du peuple, l'une des organisations les plus résilientes et les plus capables de survivre, se mobiliseront de l'intérieur. Ces personnes disposent de réseaux qui n'ont pas été sacrifiés, qui sont toujours actifs. Ce sont ces réseaux qu'Israël a utilisés pour assassiner des scientifiques, etc. Ils vont tuer
tuer tous ceux qu'ils pourront attraper. Ils vont courir partout en plaçant des explosifs plastiques sur des voitures, tu sais, dans des pièces. Ce sera une opération à grande échelle, attaquer tout le monde et tuer tout le monde. Pas nécessairement les dirigeants principaux qui auraient dû être évacués, mais tous ces nœuds de sécurité qui ont été identifiés lorsqu'ils ont secoué l'arbre. Ils vont mourir, ou du moins ils vont essayer de mourir. L'idée est de créer une confusion massive. Frappe aérienne, opération au sol, forces paramilitaires en mouvement, reprise du soulèvement, parce que maintenant, il n'y aura plus de forces de sécurité pour le contenir, et cela provoquera la fracture et la désintégration de l'Iran. Quant à savoir si l'Iran sera réellement divisé, eh bien, il faudrait que le gouvernement pakistanais soit prêt à absorber certaines parties. Et je ne vois pas le gouvernement pakistanais faire cela. Mais je pense que vous allez voir l'Iran se fracturer en régions autonomes plongées dans le chaos et l'anarchie, échappant à tout contrôle du pouvoir central. Et du point de vue israélien, c'est un succès. Les Israéliens ne se soucient pas du peuple iranien. Les Américains ne se soucient pas du peuple iranien. Tout ce qui nous importe, c'est de nous débarrasser du régime des ayatollahs. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Encore une fois, je le dis, comprenez bien que ce que je viens d'exposer et que je crois être ce qui va réellement se produire, les Iraniens le savent. Ils s'y préparent depuis longtemps. C'est donc pas comme si les Iraniens se disaient « Oh, vous voulez dire que les moudjahidines du peuple vont surgir de nulle part ?» Oh, tu veux dire l'armée de libération du Baloutchistan. Les Iraniens sont prêts pour ça. Maintenant, à quel point es-tu prêt, toi? C'est comme dire « Je suis prêt à ce que Mike Tyson me donne un coup de poing au visage. » Peut-on vraiment être prêt à recevoir un coup de poing de Mike Tyson au visage? S'il t'assomme, tu es assommé. Mais au moins, tu sais que le coup arrive et tu peux t'y préparer. On verra bien ce qui se passera. Je pense que c'est un gouvernement horrible. Il n'y a aucune raison pour que les États-Unis et Israël cherchent à éliminer le gouvernement iranien en ce moment, sauf que Benjamin Netanyahou en a désespérément besoin pour sa survie politique. Donc, une fois de plus, les États-Unis sont prêts à tout sacrifier. Notre sécurité nationale, notre légitimité nationale, tout cela au profit d'Israël. Eh bien, si vous conseillez le gouvernement iranien, ou si vous étiez simplement à Téhéran, comment évalueriez-vous leur réponse probable? Parce que lors de la première attaque contre l'Iran, j'aurais pensé que l'objectif principal de l'Iran aurait été de montrer sa force, sa résilience, sa capacité à riposter, de renforcer sa dissuasion, de s'assurer que les forces agressives soient repoussées et dissuadées de recommencer. Mais ce que vous décrivez, en revanche, c'est une menace existentielle. Le but n'est pas une frappe limitée, c'est de détruire l'Iran. Et s'ils échouent, ils pourraient se regrouper et réessayer. Donc, étant donné que c'est probablement ainsi que l'Iran perçoit la menace qui pèse sur lui, je pense qu'il aurait cette fois-ci un intérêt à réagir différemment. C'est-à-dire à ne pas se retenir lorsqu'il s'agit de frapper diverses installations militaires occidentales ou Israël dans la région. Certains ont même suggéré que l'Iran pourrait mener une frappe préventive si tous les navires de guerre, avions de chasse et bombardiers américains étaient en position. Et, vous savez, si cela semble indiquer qu'il s'apprête à attaquer, il pourrait être préférable pour l'Iran de frapper le premier. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit dans les médias. Personne à Téhéran ne me souffle quoi que ce soit non plus. Donc, je me demande simplement, comment évaluez-vous la manière dont les Iraniens se comporteraient probablement différemment cette fois-ci, par rapport à la première fois où ils ont été attaqués? Eh bien, la première fois qu'ils ont été attaqués,
ils ne s'y attendaient pas. Cela les a pris par surprise. Donc dès le départ, si l'Iran est de nouveau pris par surprise, alors honte à eux. C'est leur faute. Je veux dire, si j'étais le décideur en Iran, l'Abraham Lincoln serait déjà coulé, les bases américaines déjà détruites, Israël éliminé. Je mènerais des opérations massives contre les Kurdes en Irak, les Baloutches, j'anéantirais Ahvaz, tuerais quiconque soupçonné de lien avec les Moudjahidines du peuple. J'enverrais des équipes d'assassins dans le monde entier pour tuer le fils du Shah. Je tuerais tout le monde. Mais c'est juste moi. Je ne suis pas iranien. Je suis juste un fils de pute assoiffé de sang qui ne croit pas à rester là sans rien faire et se faire frapper le premier. Les Iraniens, malheureusement pour eux, sont très civilisés, ils sont très corrects, et je crois que leur gouvernement garde encore l'espoir qu'une guerre puisse être évitée. Donc je ne pense pas qu'ils prendront les mesures qui seraient nécessaires pour prévenir cela. L'Iran en a pourtant parfaitement le droit. Je veux dire, les déclarations faites par les États-Unis et Israël le justifient déjà. Il ne fait aucun doute qu'une menace imminente est en train de se former. L'Iran devrait s'adresser aux Nations Unies, déclarer l'état d'urgence et demander une intervention internationale, affirmer qu'il existe une menace imminente, et si cette menace ne peut être éliminée dans un certain délai, l'Iran n'aura d'autre choix que d'exercer son droit à la légitime défense préventive en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ils auraient tout à fait le droit légitime de le faire. Mais je pense aussi qu'ils sont conseillés par les Russes et les Chinois d'être patients, eux aussi. Car, encore une fois, nous savons qu'il y a eu au moins 2 occasions où Donald Trump s'est retenu au dernier moment. Il est donc possible que certains conseillent aux Iraniens que cela pourrait être la 3e fois, qu'il n'y a ni raison ni justification d'aller de l'avant. Parce que vous savez, une frappe préventive, si vous allez frapper le roi, il faut tuer le roi. Ainsi, la frappe préventive doit être un coup décisif porté aux États-Unis et à Israël. Et l'une des conséquences d'une frappe préventive très efficace, c'est que vous vous exposez à une riposte nucléaire. Et cela signifierait, encore une fois, la fin de l'Iran. C'est pourquoi, espérons-le, si je conseillais les Iraniens, il y aurait des gens rationnels pour dire « C'est bon, Scott, va t'asseoir dans le coin et mange ta viande crue. On reviendra vers toi plus tard. » Mais non, je pense que l'Iran, j'ai l'espoir et la confiance que les Iraniens comprennent ce qui se passe et qu'ils se préparent à affronter ce qui va être une sacrée tempête. Je dois aussi dire ceci. Je suis Américain. Je ne souhaite de mal à aucun Américain. Je ne veux qu'aucun Américain soit blessé dans tout cela. Et oui, ça va être une très très mauvaise chose, une chose vraiment terrible, parce que c'est une guerre de choix. J'espère et je prie simplement que les dirigeants des hommes et des femmes américains qui sont en danger fassent bien leur travail et ramènent chez eux autant de leurs garçons et filles que possible. Pendant ce temps, Trump a fait quelques commentaires selon lesquels, alors que cette immense armada se dirige vers l'Iran, il a affirmé que les Iraniens voulaient désormais conclure un accord. Encore une fois, ce sont ces mots. Il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre. Je ne pense pas que les Iraniens aient réellement dit « Nous sommes prêts à conclure un accord ». Ce ne sont que des paroles. Mais cela soulève la question. De quel type d'accord parle-t-on exactement? Car il ne s'agit plus de l'accord sur le nucléaire. Est-ce simplement une manière de leur donner un sentiment de sécurité, de leur faire comprendre qu'il s'agit seulement de leur mettre la pression pour négocier, ou cherchent-ils réellement à conclure un accord? Parce que sûrement, Trump doit voir le désastre qui l'attend s'il poursuit dans cette voie. Et cela correspond en quelque sorte à son approche de ne pas se laisser entraîner dans quelque chose de trop vaste
Il semble toujours vouloir, que ce soit au Yémen ou au Venezuela, intervenir rapidement, se retirer rapidement et avoir quelque chose à montrer, plutôt que de subir d'énormes pertes du côté américain. Alors, penses-tu qu'il cherche réellement un accord? Et si oui, en quoi consisterait exactement cet accord? Parce qu'il faudrait que ce soit autre chose. Les Iraniens vont-ils se désarmer? Vont-ils accepter un changement de régime volontaire? Je veux dire, que signifierait concrètement un tel accord? Eh bien, je pense qu'un accord serait... Tout d'abord, vous savez, Karin Kneißl, c'est une ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères qui réside actuellement à Saint-Pétersbourg. Elle dirige ce qu'on appelle le Centre Gorky, une femme très très intelligente. Elle déteste le terme « accord ». Elle dit que c'est le langage des gangsters. C'est pour cela que Donald Trump l'utilise. Un accord, je veux dire Donald Trump veut un accord, parce qu'un accord, c'est une voie à sens unique. Donald Trump veut tout pour lui, rien pour vous, et il peut le rompre quand il veut, car il dira simplement que c'était un mauvais accord et qu'il en cherche un meilleur. C'est le langage des gangsters. Et les Iraniens devraient le comprendre et ne pas chercher à conclure un quelconque accord. On ne traite pas avec la mafia. Elle gagne toujours, car cela signifie que vous êtes descendu à son niveau et que vous jouez selon ses règles. L'Iran doit chercher un accord global, fondé sur un traité et sur le droit international, ce qui pose problème, puisque Donald Trump a déclaré qu'il ne croyait pas au droit international. Donc, dès le départ, je dirais que nous avons simplement des visions incompatibles de ce à quoi ressemble la résolution des conflits en Iran et aux États-Unis. Mais pour répondre à votre question, un accord serait nucléaire, vous savez, pour clore le dossier nucléaire et la question des missiles balistiques. L'Iran devrait volontairement se désarmer de la seule chose qui lui donne sa viabilité. Et une fois qu'ils auraient fait cela, alors Israël interviendrait pour les achever. Je veux dire, c'est ça l'accord. Ce que les États-Unis disent, c'est débarrassez-vous volontairement de tout ce qui vous donne, vous savez, une capacité de dissuasion, et ensuite Israël vous achèvera parce que nous voulons un changement de régime. Israël ne sera pas satisfait tant que les ayatollahs ne seront pas partis. Et franchement, au fond, les décideurs américains partagent ce même sentiment. Vous savez, ils n'auraient pas dû franchir les murs de l'ambassade en 1969, parce qu'en faisant cela, ils ont appris à toute une nation à les détester. Et cette haine est toujours là. C'est une haine irrationnelle. Elle n'a aucun sens, mais cela n'a pas d'importance. On ne prend pas des Américains en otage pendant 444 jours. On ne provoque pas les morts. Les corps calcinés de 8 soldats américains envoyés en Iran, non pas pour l'envahir, mais pour sauver les otages que les Iraniens avaient pris. Je veux dire, les Iraniens ne sont pas les gentils dans cette histoire de 1969. Je connais le Shah, la Savak, les responsabilités et tout le reste, mais le peuple américain ne s'en soucie pas. Le peuple iranien doit comprendre que lorsqu'on insulte le peuple américain, cette insulte signifie que nous ne pardonnons ni n'oublions. Nous gardons rancune. Et en ce moment, il y a une grande rancune envers l'Iran. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui le disent, mais je fais partie des rares qui plaident pour des relations bonnes et normalisées avec l'Iran. La plupart des Américains seraient très heureux de voir les ayatollahs disparaître. Non pas parce qu'ils savent quoi que ce soit sur les ayatollahs ou sur le fonctionnement de l'Iran, mais parce qu'on les a conditionnés à associer les ayatollahs à l'Iran. La prise d'otages d'Américains, la saisie de l'ambassade américaine, une mission de sauvetage ratée, 8 Américains morts, brûlés sur le sol du désert à Desert One. Vous savez, c'est la réalité. Il ne devrait donc y avoir aucun compromis de la part des Iraniens, car au moment où ils cèdent, au moment où ils concluent un accord, tout est fini. On ne passe pas un accord avec le diable,
On ne passe pas un accord avec la mafia et on ne passe pas un accord avec Donald Trump. Étant donné qu'il s'agit d'une menace existentielle pour les Iraniens, qu'ils concluent un accord ou non, comme vous le dites, le changement de régime reste l'objectif principal. Comment cela influencerait-il la manière dont les Russes et les Chinois réagiraient à une attaque américaine ou israélienne contre l'Iran? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait une forte possibilité que les Russes aient eu quelque chose à voir avec la coupure de Starlink pendant les émeutes. Mais dans l'ensemble, l'Iran est une puissance régionale clé, et le vaste continent eurasien constitue un pilier central de ce partenariat eurasiatique élargi. Pour des pays comme la Chine, c'est aussi une source d'énergie importante. Et si l'Iran était mis hors jeu, cela serait certainement utilisé comme une occasion de s'en prendre à la Russie ou à la Chine à l'avenir. Il est donc difficile d'imaginer qu'il laisserait l'Iran tomber de la même manière que le Venezuela, par exemple. Je pense que tu as parfaitement raison ici. L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran est bien plus proche et bien plus important. C'est un membre des BRICS. La Russie entretient une relation stratégique avec l'Iran. Il existe un annexe militaire secret qui a maintenant été ratifié par les Russes et les Iraniens et qui est en vigueur. Et les Chinois, de leur côté, collaborent également avec les Iraniens. J'ai écrit un article il y a quelques semaines que beaucoup considèrent comme la raison pour laquelle j'ai été exclu du système bancaire. En gros, j'ai dit « Donnez un coup sanglant au chameau ». Il ne faut pas laisser le chameau passer la tête sous la tente, sinon il finira par entrer tout entier. Et les États-Unis sont le chameau. Ils essayent de passer la tête sous la tente ici, et quelqu'un doit leur donner un coup sanglant. Encore une fois, je ne plaide absolument pas pour qu'il arrive quoi que ce soit de mal aux Américains. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je parlais plutôt, disons, d'actions économiques qui pourraient être entreprises pour freiner les États-Unis ou les sanctionner pour de mauvaises politiques. Mais si j'étais à la place des Russes, encore une fois, les États-Unis ne sont pas aussi intelligents ni aussi rusés qu'ils le pensent. Le raid du B-2 qui a été mené a révélé toutes les capacités américaines imaginables. Quand ils parlent de frappes de précision, ils font référence à la pénétration de l'espace aérien iranien avec des bombardiers B-2 et des missiles, des F-35, des F-22. Ce profil de vol a été exécuté, capturé, enregistré. Chaque aspect en a été analysé par les Iraniens, les Russes et les Chinois. Si j'étais à la place des Russes, je dirais que mon objectif est d'abattre un ou plusieurs bombardiers B-2 et de prouver une bonne fois pour toutes que le concept de suprématie américaine, l'idée que l'Amérique est intouchable, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, est fondamentalement erronée. Maintenant, s'ils les abattent, j'espère que les équipages américains s'en sortiront et seront secourus par les équipes de recherche et de sauvetage américaines, et qu'il n'y aura pas de prisonniers de guerre, ni rien de ce genre. Mais oui, le point essentiel, encore une fois, c'est que si je conseillais Donald Trump, je lui dirais de ne pas faire ça. Il pourrait tomber dans un piège. Les Russes ne vont pas rester les bras croisés et te laisser bombarder l'Iran. La Russie ne réagira pas directement. Elle n'ira pas faire la guerre pour l'Iran. Mais la Russie fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer que ton aventure militaire soit un échec fondamental. Vous savez, cela inclut le fait que les Iraniens ont la capacité de frapper la marine américaine d'une manière qu'aucune autre nation ayant récemment combattu les Américains ne pourrait, y compris les Houthis. Nous parlons de missiles de type russe impossibles à intercepter, qui feraient pleuvoir la mort et la destruction sur la plateforme,
pénétrant le pont, touchant potentiellement le réacteur nucléaire, pouvant couler le navire avec des pertes humaines catastrophiques et entraînant la destruction d'autres bâtiments faisant partie du groupe aéronaval. Les États-Unis sont devenus très arrogants et nous nous sommes habitués à infliger des dommages aux autres sans en subir nous-mêmes. Je pense que les Russes et les Chinois feront tout leur possible pour aider les Iraniens à donner aux États-Unis une bonne leçon, un nez cassé dans ce combat. Et c'est encore une fois une autre raison pour laquelle il faut se poser la question, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi suivre la procédure? À cause de l'ego de Trump. En fait, tout se résume à ça. C'est aussi lié au contrôle qu'Israël exerce sur la politique étrangère et la politique de sécurité nationale des États-Unis. Mais, vous savez, je ne dis pas que les Iraniens sont parfaits, ni qu'ils ne peuvent pas tout gâcher, ni qu'ils vont forcément réussir. Mais si j'étais les Russes, je ferais tout ce que je pourrais pour m'assurer que les Iraniens abattent au moins 1, voire 2 bombardiers B-2 dans le groupe d'attaque qui arrive. Ce serait une humiliation pour Donald Trump dont il ne se remettrait pas. Eh bien, pendant que nous parlons, je vois sur l'un des écrans qu'il y a un avion de surveillance américain au-dessus du détroit d'Ormuz et qu'il y a aussi des drones iraniens effectuant des missions de reconnaissance sur les forces navales américaines dans la région. Donc, il semble bien que les deux camps se préparent à la guerre maintenant. Mais juste une dernière question, mec. Si nous n'allons pas à la guerre, quelle serait la voie de sortie à ce stade? Parce qu'il est très difficile de reculer après une telle démonstration de force, à moins d'avoir quelque chose à en tirer. Quelque chose qui prouve que tes tactiques de pression ont porté leurs fruits et que tu peux rentrer avec un résultat. Sinon, on dirait bien que la guerre paraît désormais presque certaine. Donald Trump est quelqu'un qui n'a aucun problème à mentir. Et s'il le souhaite, il peut inventer quelque chose comme « J'ai reçu un appel téléphonique, des assurances que l'Iran se comportera correctement. Une fois de plus, la puissance militaire américaine a contraint les ayatollahs à reculer, et ainsi de suite. » C'est la porte de sortie, parce que cette guerre n'a aucun fondement légitime. Normalement, une porte de sortie nous éloigne des problèmes de fond. Ici, ils disent que les problèmes de fond sont le programme nucléaire et les missiles balistiques. Mais l'Iran ne va pas y renoncer. Pas dans le vide, pas de sitôt. Donc je pense que Donald Trump, s'il voulait y mettre fin, pourrait faire ce qu'il a fait la dernière fois. Vous savez, j'ai pris la décision de sauver des vies iraniennes. Lorsque j'ai été informé de l'ampleur des dégâts qu'aurait causé cette frappe, j'ai compris que le peuple iranien avait déjà assez souffert sous ce régime, et je ne voulais pas contribuer à prolonger cette souffrance. Des milliers d'Iraniens auraient été tués si nous avions frappé. À la place, nous allons nous retirer, renforcer les sanctions et travailler à isoler davantage le régime. Et nous garderons toujours notre armée en arrière-plan, prête à bondir, quelque chose comme ça. Parce que Donald Trump n'a aucun problème à mentir et à fabriquer sa propre réalité, il peut dire tout ce qu'il veut. Et malheureusement, nous avons une population américaine juste assez stupide pour le croire. Cela pourrait être une force maintenant, non? Parce qu'en général, les pays s'enferment eux-mêmes. Ils se retrouvent piégés dans une rhétorique. J'imagine que les talents de Trump, en matière de mensonges, de capacité à s'en tirer, de déversement de pur baratin ou de cette aptitude à détourner l'attention, en font partie. Je veux dire, un jour on parle du Venezuela, le lendemain du Groenland. C'est un talent, je suppose, cette manière de gérer les médias. Cela pourrait être une porte de sortie, si l'on veut être optimiste. Dernière réflexion. Il faut saisir la chance quand elle se présente.
Il y a un nuage sombre au-dessus de nous, mais regarde, c'est en quelque sorte le reflet de la situation actuelle. Ou avoir un dirigeant menteur, dépourvu de boussole morale, est d'une certaine manière considéré comme une bonne chose, parce que ses mensonges, son absence de boussole morale, pourraient en réalité empêcher une guerre. Alors, je prends. Eh bien, sur cette note optimiste, merci beaucoup d'avoir pris le temps et partagé vos réflexions. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.